Je cède maintenant la parole au général de division aérienne Xavier Buisson et au commandant Mathieu, afin qu'ils vous exposent plus en détail les enjeux et la réalité de cette mission essentielle pour notre sécurité collective. Xavier, c'est à toi. Merci bien. Mesdames et messieurs, bonjour. Donc, je suis le général Xavier Buisson. La suivante, s'il vous plaît. Bon, évidemment, sujet d'actualité, puisque j'étais pas plus tard que lundi dernier à la cérémonie dite auto pour Handover Takeover, c'est-à-dire la cérémonie de transfert de tenue d'alerte entre la France et l'Italie et nos successeurs, donc la Pologne et puis la Roumanie. Alors, pourquoi sommes-nous là-bas ? Tout d'abord, ça a été évoqué tout à l'heure, mais la première raison, c'est le renforcement de la posture de dissuasion et de défense de l'OTAN sur le flanc Est, à laquelle la France et l'armée de l'air et de l'espace en particulier contribuent depuis un certain temps. La suivante, s'il vous plaît. Comme ça a été évoqué à l'instant. La contribution française, elle est évidemment significative et l'armée de l'air s'y engage avec force puisqu'elle y déploie systématiquement des capacités haut du spectre dans une perspective non escalatoire, ça vient d'être évoqué, mais également et surtout dans le respect du droit international, mais également de la liberté de circulation. Le deuxième élément et la deuxième raison pour laquelle nous sommes présents dans cette mission, c'est la cohésion et la solidarité stratégique des alliés de l'OTAN sur le flanc Est. Pour la France et pour l'armée de l'air et de l'espace, c'est démontrer notre agilité pour conjuguer mission de police du ciel et entraînement avec nos alliés, avec nos partenaires alliés. C'est également démontrer que l'armée de l'air et de l'espace et la France est un partenaire fiable, crédible et solidaire. C'est également démontrer notre capacité à agir et à se déployer ponctuellement, comme dans la durée ou sur très court préavis. Donc ça a été dit, ce dispositif est complété depuis 2014 par un plot en Estonie, actuellement tenu par les Néerlandais, ce qui effectivement nous a permis de développer un certain nombre de coopérations et d'échanges, non seulement avec les Italiens, mais avec les Néerlandais. Je ne vais pas revenir sur ces chiffres, mais 11e participation de la France, donc on s'inscrit bien dans la durée. 8e déploiement français en Lituanie pour une même mission. C'est également la preuve d'un engagement dans la durée auprès de nos partenaires lituaniens. Suivante. Donc le mandat EAP 67, donc le 67e bloc pour lequel les armées européennes contribuent à cette mission de police du ciel. La participation récente française a bien été rappelée. Il s'agissait dans la configuration de cette année donc d'un déploiement de 4 Rafales sous 2 mandats et une centaine de personnes. De quoi s'agit-il précisément ? Cette mission est la mission qui est confiée à nos aviateurs au-dessus des territoires baltes. C'est la tenue d'alerte de la défense aérienne dans le cadre de l'OTAN. De manière globale, l'espace aérien de l'OTAN est divisé en une partie nord et une partie sud, avec chacune un centre d'opération dédié, pour la partie nord à Eudem en Allemagne et pour la partie sud à Torreón en Espagne. Dans le cadre de la police du ciel au-dessus des États baltes, c'est le centre d'opération de Eudem en Allemagne qui assurait effectivement la direction des opérations et donnait les ordres à nos équipages, et également aux équipages italiens qui étaient présents avec nous. Deuxième élément, c'est le régime d'alerte qui est tenu par nos aviateurs au cours de ce mandat. De manière synthétique, vous en avez deux principalement, ce qu'on appelle le ARS-5 et le ARS-180. Le premier cas étant, nos avions sont en alerte au sol, prêts à décoller en 15 minutes, donc c'est bien ARS-15. Et puis le deuxième cas, une capacité de décollage en 180 minutes, ce qui permet effectivement à nos équipages et aux détachements de réaliser un certain nombre de missions d'entraînement avec nos partenaires. S'agissant de cette capacité d'entraînement, non seulement les conditions d'accueil, les conditions de réalisation de la mission au-dessus des pays baltes sont un formidable espace d'opportunité pour nous permettre justement de développer ces coopérations. En premier lieu avec nos partenaires de l'OTAN. Sur ce mandat, on note, et je note, 13 sorties avec les Italiens et 17 sorties avec les Néerlandais.
qui était présent en Estonie avec une capacité F-35. Donc vous voyez, une cohabitation d'avions de génération commune, proche, qui permettent de développer et de travailler ensemble sur nos capacités à œuvrer de manière coopérative. S'agissant de la coopération opérationnelle, un certain nombre de missions, un certain nombre d'opportunités nous ont permis d'ouvrir un certain nombre de domaines, en particulier dans le cadre de la défense aérienne contre les drones, mais également des entraînements au tir de nuit canon sur Rafale, quelque chose que l'on fait un peu moins couramment chez nous, mais ces opportunités étaient créées également par un État lituanien qui nous a ouvert les portes de ces champs de tir. Donc, je tiens à souligner la qualité de l'accueil de la Lituanie, qualité qui a été soulignée par Madame Evrard, qui est ambassadrice de France en Lituanie, lors de son discours à l'occasion de la cérémonie de transfert d'alerte. Mais également, c'est un sujet et un point qui a été souligné par l'ensemble des ambassadeurs qui étaient présents. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a une rotation qui est réalisée de façon très récurrente entre les différents pays de l'OTAN en Lituanie. Donc on voit effectivement au fil de ces déploiements et également au fil des coopérations que les choses se développent. La base de Cholet que l'on évoquait, sur laquelle étaient stationnés nos aéronefs, a connu un fort développement depuis une dizaine d'années. Et tout cela grâce effectivement à la présence répétée de détachements militaires sur place. La suivante, s'il vous plaît. Voilà, je vous laisse découvrir le bilan chiffré réalisé tout au cours de ce mandat, avec toutefois 2 points d'attention particuliers. Le premier, pour bien préciser, au travers des 10 interceptions réelles d'aéronefs russes, pour préciser qu'effectivement la menace aérienne, elle est bien présente, et donc non pas qu'elle justifie la mission, mais elle permet de quantifier les choses et d'argumenter le fait d'être présent à l'échelle de l'OTAN sur site, et précise également la volonté de la France à y contribuer face à ce type de menace qui est bien réelle. Le second point, dans la partie entraînement, c'est le déploiement dit ACE, ACE pour Agile Combat Employment, qui est un concept en fait de déploiement réactif associé à une faible empreinte logistique. Concrètement, ça signifie qu'on prend des avions, 3, 4 voire plus, que l'on déploie dans un pays. Dans le cas précis, c'était en Suède, sur la base de l'Oulea, avec les avions qui permettent de réaliser la mission, mais l'environnement qui permet effectivement de remettre en œuvre ces avions et de leur permettre de poursuivre la mission avant éventuellement un complément logistique qui pourrait être nécessaire. Donc on qualifie au travers de ces déploiements la réactivité et la capacité et l'agilité de l'armée de l'air et de l'espace. Ça permet également d'entretenir auprès de la nation hôte, en l'occurrence les Suédois sur cette occurrence, permet effectivement d'entretenir le contact, mais également de faire travailler la nation hôte à notre profit, au travers de ce qu'on appelle le cross-servicing. Cross-servicing étant cette capacité d'échange entre les nations otaniennes aujourd'hui en termes d'accueil d'aéronefs militaires, d'aéronefs de combat, mais également de soutien. Et on le voit aujourd'hui dans le développement de cette capacité, de remise en œuvre également de nos avions. On le voit aujourd'hui au travers des différents exercices auxquels l'armée de l'air et l'espace contribuent et participent. Je pense à l'exercice TLP, Tactical Leadership Programme, auquel au fait aujourd'hui on devient très performant, puisque des mécaniciens d'autres nations interviennent sur nos avions et nos mécaniciens français interviennent également sur la remise en œuvre d'avions étrangers. Suivante. Voilà. Pour conclure, la participation de l'armée de l'air et de l'espace à la mission EAP est un témoignage de l'engagement de la France et de l'armée de l'air et de l'espace en Europe. C'est également la démonstration d'un investissement permanent auprès de nos partenaires avec lesquels nous œuvrons quotidiennement aujourd'hui. L'armée de l'air et l'espace s'inscrit évidemment totalement dans cet engagement au sein de l'OTAN.
au bénéfice de la sécurité collective, ça a été évoqué tout à l'heure. Et je souhaiterais, pour illustrer ce propos, évoquer la mission Pégase 2025 qui aura lieu à la fin du mois, qui s'inscrit pleinement dans cette démarche de démonstration des capacités de déploiement opérationnel de nos forces. Donc la crédibilité opérationnelle est ainsi confirmée au travers de ce type d'exercice. Dans le cadre, je l'ai évoqué, d'un déploiement en empreinte logistique réduite qui permet toutefois de garantir des opérations et une efficacité dans nos opérations. Et puis enfin, le point qui est l'interopérabilité, qu'on travaillera au travers de ce déploiement avec nos camarades suédois, polonais et croates. Et donc tout cela dans un environnement, une mission qui durera une dizaine de jours. Voilà. Avant de céder la parole, un tout petit point. Donc cette mission EAP, donc ce bloc 67, marque aussi pour 2025 et illustre la capacité de défense aérienne de nos forces, puisque cette année, l'armée de l'air et de l'espace fête également les 80 ans de la défense aérienne. Je vous remercie. Bien, merci Xavier. Avant l'intervention du commandant Mathieu, je vous propose qu'on revisionne la petite vidéo qui est passée un petit peu prématurément tout à l'heure. Est-ce que c'est possible ? Bien, merci. Si nous avons le commandant Mathieu en ligne, la parole est à lui. Comme je le disais, je suis le commandant Mathieu. J'étais le chef du détachement R pour la première partie de la mission EAP, donc à proprement dit pour la période de décembre à janvier 2025. Mon rôle dans le dispositif, c'était déjà de planifier en amont la préparation, le déploiement de cette mission, mais également de coordonner l'activité aérienne aux côtés des autres nations qui étaient concurrentes avec la France durant cette période, donc les Pays-Bas et l'Italie. Donc comment cette coordination s'est faite, c'est déterminer qui était en semaine hot ou cold. Ce que j'entends par hot, c'est l'astreinte en readiness status à 15 minutes et cold, l'astreinte en readiness status à 180 minutes. Bien entendu que le centre de commandement de UDEM était maître de l'architecture de cette organisation, mais néanmoins laisser la main aux nations de se coordonner entre elles pour faire cela. Ce qui nous était demandé, le contrat, c'était qu'il y ait toujours de deux nations qui soient hot en même moment, pendant qu'une était cold. Pourquoi ? Pour permettre d'avoir plus de réactivité et plus de robustesse dans le déclenchement d'alertes potentiellement. D'autant que nous avions deux plots, le plot qui était à Cholet, qui était armé par les Français et les Italiens, mais le plot également qui était situé en Estonie sur la base aérienne d'Amari, qui était armé par les Néerlandais avec les F-35. À tout moment, même si nous étions en semaine cold, l'OTAN pouvait redemander à la nation qui était cold de repasser en semaine hot pour des raisons diverses, telles qu'une mauvaise météo sur le plot d'Amari par exemple, ou des raisons techniques. Donc c'est pour ça que la semaine cold signifiait vraiment un readiness status de 180 minutes. Ça veut dire qu'au bout du déclenchement, en 180 minutes maximum, nous étions capables de armer les avions et de pouvoir être en vol pour une interception potentielle. Dans la conduite de la mission, durant les semaines hautes, les équipages tournaient tous les jours pour maintenir cette alerte de readiness status de 15 minutes. Pendant ces semaines, même si nous étions d'alerte, nous continuions à faire des entraînements organiques tout en les planifiant avec l'OTAN et les nations concurrentes.
Et la différence avec la semaine cold, c'est que pendant la semaine cold, nous n'étions pas armés pour cela. Donc pendant la semaine cold, nous ne pouvions pas faire d'interception réelle. C'est là vraiment la grosse différence majeure entre ces deux types d'astreintes. Ensuite, les interceptions que nous avons eues, il y a deux possibilités. Soit il y a un comportement qui a été douteux de la part d'un appareil, et il y a un déclenchement qui fait que nous décollions sous alerte pour pouvoir aller intercepter un appareil. Ou on avait une reprogrammation au vol durant un de nos entraînements organiques aux côtés des autres nations, où pendant le vol, on repasse sous un régime d'alerte réel et on est reprogrammé pour une interception pour aller voir ou identifier un appareil potentiellement douteux approchant de l'espace aérien des pays baltes. Ce qui est à noter, c'est que de par la position stratégique de la Lituanie, entre la Biélorussie, l'enclave de Kaliningrad et la position par rapport aux autres pays baltes et Saint-Pétersbourg, la majorité des interceptions que nous avons eu à faire avaient pour type de profil des appareils qui faisaient la liaison entre Kaliningrad et Saint-Pétersbourg. Donc ces appareils, en grande majorité, font cela en respectant les espaces aériens de chaque pays. Néanmoins, dès que l'OTAN avait un doute sur le comportement ou sur le non-respect des règles aériennes de circulation, on était déclenché pour aller vérifier la composition du vol ou du package qui était organisé sur ce vol-là. Et c'est vraiment autour de cette mission-là, de mesures actives de sûreté aérienne, que prenait sens vraiment notre présence dans les pays baltes. Le but étant d'agir à tout moment pour aller vérifier la composition des aéronefs qui étaient douteux, vérifier que leur comportement ne mettait pas en danger l'espace aérien des pays baltes, qui respectaient les ordres qui leur étaient donnés par les centres de contrôle aérien des pays baltes, mais également si globalement ils respectaient ce qui avait été annoncé initialement dans leur dépôt de plan de vol. Donc voilà comment se passaient nos missions. Et en termes d'entraînement organique, comme l'a annoncé avant le général Buisson, c'est vraiment l'interopérabilité qui était mise en œuvre entre le dispositif aérien EAP et BAP, donc entre les Italiens, les Néerlandais et les Français, mais également avec les troupes au sol. Comme vous le saviez, au mois de décembre, fin novembre et décembre 2024, il y a eu l'exercice PICNE en Estonie avec un gros exercice d'intervention au sol avec les différentes troupes, que ce soit britanniques, françaises et estoniennes. Et les Rafales ont participé à ces entraînements avec de l'appui de troupes au sol. Donc ça permet de s'entraîner, de maintenir les procédures otaniennes et de vérifier que les troupes au sol les respectent pour qu'on puisse interagir de manière commune ensemble, mais également de pouvoir nous entraîner dans cette mission-là, mais également entraîner les troupes au sol. Voilà globalement comment s'est déroulé l'ensemble du détachement.